Ulrich, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, Tony. Eric, la lutte contre les faux médicaments relancée. Oui, absolument. Et ça montre que le gouvernement ne relâche pas du tout dans la répression. Ce qu'il faut surtout noter de ce qu'on a observé, par exemple, ces dernières semaines comme arrestation, c'est surtout ce trafic qui a lieu dans les zones frontalières avec le Nigeria surtout. Et ça montre que le trafic, n'est-ce pas, à ce niveau, n'a pas baissé pour autant. Mais c'est bien de savoir que le cordon douanier, les commissariats, les services de sécurité sont en état d'alerte, n'est-ce pas, pour toujours mettre la main sur ces trafiquants qui profitent encore de quelques failles pour faire circuler, n'est-ce pas, de faux médicaments sur notre territoire. Et au-delà de cette répression par laquelle on arrive justement à mettre la main sur ces produits, il faut le dire suffisamment. C'est aussi notre santé qui est en danger. On parle de faux médicaments dont on n'a aucune connaissance de sa provenance, de sa fabrication, de sa qualité, justement. Et cela est source d'ennui pour pas mal de nos concitoyens qui pensent qu'en déboursant de moyens financiers pas trop exorbitants, on pense pouvoir véritablement se soigner, mais en réalité, on aggrave sa situation. Mais en réalité, on augmente, n'est-ce pas, les risques des problèmes de santé. Donc, on encourage la répression de sorte que cette lutte soit implacable à tous les niveaux, n'est-ce pas, sur notre territoire national, de sorte qu'il n'y ait encore aucune poche de trafic de faux médicaments. Et je pense aussi que nous sommes aussi loin de cette réalité qu'on vivait il y a 7 ans. Ce matin encore, j'ai revisité cette rencontre du chef de l'État avec les grossistes dans le secteur des achats de médicaments. Vous savez, à cette époque, la mafia s'était même impliquée au sommet de l'État avec des acteurs qui sont censés lutter contre ce phénomène, mais qui s'étaient retrouvés au cœur, n'est-ce pas, de cette mafia. Ce compte rendu qui est encore disponible sur YouTube, où on ne pouvait même pas tracer un produit qu'on dit avoir acheté dans un laboratoire pour plus de 10 millions de personnes dans un pays sérieux. Je pense que nous sommes aujourd'hui loin de cette réalité à l'état du pays. Je pense que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est plutôt un trafic entre un État voisin et puis le Bénin. Ulrich. Là, nous parlons de santé et plus précisément de santé publique. Et vous le savez, quand on parle de médicaments, déjà, les médicaments sont toujours sous contrôle de dosage. Et quand on dit qu'il y a un médicament qui a été vendu ou qui a été fabriqué, c'est parce qu'on a tenu compte de certains ingrédients, de certaines substances actives. Et ça a été fait selon un dosage prescrit, un dosage bien précis pour avoir le résultat escompté. Les médicaments contrefaits, dans la plupart des cas, ce sont des médicaments qui, parfois, n'ont pas tous les ingrédients qu'il faut ou des ingrédients des ingrédients supplémentaires qui peut-être sont nuisibles pour la santé. Et le plus grave, c'est que le dosage n'est souvent pas respecté. Et ce sont des médicaments qui, parfois, qui, dans la plupart des cas, ne subissent pas le contrôle qu'il faut pour être livrés sur le marché conventionnel. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une population qui n'a pas la culture de la pharmacie. Pendant longtemps, nous avons connu le phénomène Adjégonais, où, quand on a mal, on court vers ce qu'on appelle les médicaments de rue. Et pendant longtemps, c'est resté ancré dans notre culture. L'autre chose aussi, c'est qu'il arrive des moments où des gens ont des difficultés, mais la répartition, le maillage du territoire national en termes de pharmacie, parfois, laisse à désirer, puisque parfois ces pharmacies, même qui sont dans la localité, ne sont peut-être pas de garde. Le monsieur ou la madame a un souci de santé à 0h ou à 1h du matin et il a envie d'aller prendre des médicaments. La pharmacie la plus proche n'est peut-être pas de garde. Imaginez un peu qu'elle n'a même pas l'argent pour prendre des médicaments et tout ça. Je pense que ce sont des aspects, parce que quand je parle de faux médicaments, prenons la situation de façon holistique. Il faut voir tous les paramètres mis en cause. Une chose est claire, les tests sont clairs en République du Bénin. Les faux médicaments sont prohibés et ne doivent pas circuler.
Malheureusement, il arrive toujours qu'il y a des circuits, des voies déloyales, du moins, que les gens utilisent pour pouvoir faire circuler ces médicaments. Ces médicaments circulent comment? On ne peut pas dire que ce sont des médicaments que personne ne voit. C'est parce que justement, il y a une complicité tacite de la population et du coup, parce que quand les médicaments vont quelque part, c'est quelqu'un qui vend ces médicaments, c'est quelqu'un qui a fait rentrer ces médicaments, c'est encore quelqu'un qui va acheter ces médicaments. Et ils se connaissent, c'est un marché noir. Et les marchés noirs, ça existe dans presque tous les pays. Donc, aujourd'hui, si véritablement on veut lutter contre ces faux médicaments, il faut véritablement associer la population. C'est vrai que la police va faire son travail, mais la police n'est pas magicienne. Elle ne peut pas rester à la base et systématiquement identifier un coin ou un marché noir des faux médicaments. Il faut des sources de renseignement. Il faut des informations. C'est pour cela que je dis que quand on veut lutter contre les faux médicaments en République du Bénin, il faut nécessairement et véritablement impliquer les populations et surtout les autorités locales. Parce que quand vous avez un chef quartier dans une zone et que le chef de quartier maîtrise bien les jeunes du quartier, parce que dans la plupart des cas, le bon chef de quartier maîtrise les jeunes du quartier, il suit tout de près et parfois même des informations que vous n'avez pas, lui l'a déjà depuis. Et il sait même qu'il y a un phénomène dans le quartier, il sait qu'il y a le petit racoleur du quartier, le petit voleur du quartier, ainsi de suite. Donc il a pratiquement les informations sur presque tous les éléments du quartier. C'est vrai qu'il n'est pas l'omniscient, mais il a une bonne dose d'informations. Je connais un chef de quartier par exemple, il a des jeunes qui sont toujours là dans l'ombre, dans un quartier. Mais quand vous circulez la nuit, des jeunes vous interpellent, vous disent vous allez où? Vous donnez le nom de la personne ou vous identifiez un peu la personne. Ils peuvent vous accompagner à des heures indues, bien évidemment, jusqu'au portail de la personne. Et ceux-là sont, par exemple, des commis du chef de quartier. Ce qui veut dire que les autorités, les élus locaux ont un rôle important à jouer. L'autre chose encore, je dis, il faut encore plus sensibiliser. Parce qu'au-delà de tout ce que nous faisons, c'est la santé. Allez voir dans les centres de santé le nombre de patients qui souffrent d'insuffisance rénale. Allez voir un peu ce qu'ils subissent comme douleur, comme désagrément moral, émotionnel et physique. C'est assez sensible. Je pense que quand on veut faire de la sensibilisation, il faut toucher et sensibiliser, heurter si possible, choquer les sentiments. Tout simplement parce que quand vous me dites, je prends un exemple très simple, je sors du cadre sanitaire et je dis, si on me dit par exemple, non, mettez votre casque parce que c'est la loi qui le dit, ça ne dira rien à personne. Mais quand dans la sensibilisation, on va constater que oui, il y a quelqu'un qui est tombé sur le bitume et qui a heurté le crâne au bitume et il en est mort, ça touche, ça fait froid au dos. Je pense que il faut, dans la sensibilisation, commencer par utiliser les images qu'il faut, même si ça choque, il le faut pas. Non, parfois il le faut. Parfois il le faut, parfois il le faut. C'est vrai que dans l'audiovisuel, il y a des choses qu'on ne peut pas montrer, mais il y a aussi des choses qui choquent, mais qu'on peut montrer. Donc, il faut faire en sorte que le message soit poignant et qu'on cible véritablement celui à qui le message est destiné. Parce que faire une sensibilisation, c'est un travail. Et nous devons faire en sorte de bien le faire, de sorte à ce que cette lutte soit la lutte de tout le monde. La police fait son travail, mais est-ce que les populations jouent leur rôle? C'est la question qu'on doit se poser tous. Franck. C'est pourquoi je souriais quand Ulrich parlait, quand il dit le chef quartier. Et si c'était le chef quartier lui-même qui était le patron du trafic dans le quartier? Ah ben oui. La femme du chef quartier expose le soir et on dit qu'on vend de la tisane à côté. Et c'est elle qui propose les médicaments qu'il faut prendre aux âmes, aux jeunes qui ont besoin de renforcer un peu leur virilité, qui ont besoin d'avoir un peu d'énergie avant d'aller se déchaîner sur les jeunes filles dans le quartier. C'est pour dire que nous avons, par exemple, de gros cylindrés dans le monde politique qui sont impliqués dans cette affaire-là et qui, lors, par exemple, des joutes électorales dépensent très bien et ils sont adulés par même des candidats qui vont aux élections. Il y a également que nous sommes à côté du Nigeria, du grand voisin, qui fabrique, qui a des localités, qui a des endroits qui fabriquent ces médicaments-là et qui ont besoin de marchés d'écoulement. Et le Bénin est en point de mire. Lorsqu'on quitte le Nigeria, on vient au Bénin, c'est une porte d'entrée avec la frontière poreuse. On dit qu'il y a plusieurs milliers de kilomètres
que nous ne maîtrisons pas, qu'on ne peut pas contrôler. Donc, les gens passent par des chemins détournés pour entrer sur le territoire avec les médicaments. Dans un contexte comme ça, la lutte, elle est véritablement compliquée. Mais moi, j'ai noté que parfois, on relâche un tout petit peu. Si on n'avait pas relâché, on ne serait pas en train de parler d'une relance aujourd'hui. Il a fallu que la police mène ces 2 opérations la semaine écoulée et qu'on mette la main d'abord sur une dame qui entrait par une des frontières, de nos frontières avec le Nigeria, et un réseau qui était déjà bien en place sur le territoire de la commune de Cotonou, en plein cœur de Cotonou, au quartier Jéricho. Et dans les informations relayées par la police, il paraît qu'il y a beaucoup de trafiquants qui viennent s'approvisionner là. Ça veut dire que c'était un bastion qui sont allés démanteler. Vous voyez que le mal, il est très profond et c'est déjà heureux que les autorités puissent en prendre conscience et mener ces actions d'envergure. Mais au-delà de tout, nous sommes dans un pays où les gens peinent à manger les 3 repas par jour, le matin, à midi et le soir, et donc qui ont du mal à même ouvrir, à toquer aux portes des pharmacies, parce qu'il y a des produits, lorsqu'on vous les prescrit, vous allez, vous demandez, mais dans quel monde je suis? On vous donne le prix, vous dites, je reviens, et vous ne revenez plus jamais. Vous faites recours à Djegoulet, aux médicaments, aux bonnes dames qui sont au bord de la voie. Et aujourd'hui, elles ont changé de stratégie. Vous les voyez, elles exposent peut-être du cuidant et tout. Et quand vous venez, le code est connu, vous leur donnez le code et puis on vous sert, vous partez. Ça veut dire que les faux médicaments, les médicaments contrefaits entrent régulièrement et toujours sur le territoire national. C'est un réel problème. Et la fin de mon commentaire, je l'ai dit, il faut une solution holistique. Il faut vraiment considérer, je ne sais pas comment ça va se faire, il faut subventionner les produits dans les pharmacies, même le simple comprimé de paracétamol aujourd'hui, il te faut au moins 100 francs pour l'avoir. Là-bas, vous avez le paracétamol et on vous donne encore d'autres petits comprimés pour vous soigner. Je n'encourage pas, mais la réalité, elle est là. Les gens n'ont pas véritablement les moyens. Le pouvoir d'achat du Béninois ne lui permet pas d'aller s'offrir tous les produits qu'on lui prescrit. Vous allez faire la consultation peut-être à 3 000 ou à 5 000, mais on vous prescrit un produit qui coûte 22 500 francs. Vous voyez, le gap, il est trop. Vous êtes à la recherche de la santé, mais vous n'avez pas les moyens de vous offrir cette santé-là. Donc, il va falloir agir sur plusieurs leviers, renforcer le pouvoir d'achat des populations, continuer la lutte et surtout mettre les acteurs qui sont impliqués dans la lutte à l'abri. Je ne sais pas s'il faut leur décerner des primes particulières pour cette traque-là, pour les empêcher d'être séduits par les offres que leur font les trafiquants qui sont régulièrement à leur contact pour leur dire attention, je vais faire passer un produit, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais dans ce sens, heureusement que au niveau de la police et même des autres acteurs, je veux parler de la douane et dans une moindre mesure, les forces de défense et de sécurité font le travail. À l'interne, nous sommes résilients, nous ne voulons pas accompagner cette lutte-là et c'est ce qui rend complexe véritablement cette traque des trafiquants qui sont dans le faux médicament. Je pense que c'est une lutte de longue haleine, mais si nous agissons sur les autres leviers, les défis à relever, si nous les prenons en compte, je pense qu'on aura des résultats. Oui, il faut surtout de l'association des populations travailler à ce que le secteur soit maintenant plus organisé et plus ouvert. Aujourd'hui, le riche, c'est la croix et la bannière. Quand un jeune pharmacien veut ouvrir une pharmacie quelque part, c'est tout un processus qui rend très très difficile, je dois dire, le projet. Oui, effectivement, tout à l'heure j'ai dit qu'il y a un problème de maillage du territoire national. Le maillage devrait permettre normalement aux populations d'être beaucoup plus proches des différentes pharmacies. Et l'autre chose aussi, que ces pharmacies qui sont proches soient souvent opérationnelles. Vous savez, la maladie ne prévient jamais. Le désagrément ne prévient jamais. Ça peut venir à n'importe quel moment. Je suppose que c'est la seule pharmacie qui est dans une encablure un peu reculée et que dans cette période-là, un usager, un membre de la population se lève et puis il a des soucis de santé.
s'il n'arrive pas à avoir accès à cette pharmacie, alors qu'est-ce qu'il fait? Vous lui offrez quelle opportunité? Quelle alternative lui offrez-vous? C'est pas encouragé d'aller vers les faux médicaments, mais je pense que ça, il y a déjà un problème à ce niveau. L'autre chose, comme l'a dit Tanguy, effectivement, aujourd'hui, au niveau des jeunes, il y a des graissements de dents, de jeunes pharmaciens qui veulent aussi avoir leurs officines, mais qui se retrouvent, en fait, se heurtent à un mur. C'est pas exactement ce qui se passe là-bas. C'est vrai que beaucoup de graissements de dents nous parviennent. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est ce que nous avons appris, que ce serait un secteur très fermé. Je dirais plutôt une manne conservée par certaines personnes qui estiment que les jeunes ne peuvent pas vite entrer dedans. Comment ça se passe? Véritablement, on n'a pas toutes les informations, mais une chose est claire, on sent que l'insertion des jeunes pharmaciens est difficile. Si nous avons déjà ce problème au niveau des officines de pharmacie, que les pharmacies ne sont pas toujours ouvertes au moment où il faut, parce que, je l'ai dit, la maladie ne prévient pas, le désagrément sanitaire ne prévient jamais, et que déjà, on n'a pas le bon maillage, on n'a pas toujours la pharmacie ouverte. Alors, quelle alternative vous offrez aux populations? Je pense que ce sont des aspects qu'il faut prendre en compte pour pouvoir véritablement réussir cette lutte-là. Parce que quand vous êtes dans une localité où vous n'avez pratiquement pas d'autres opportunités et que la seule opportunité qui se présente à vous est la mauvaise, mais souffrez que l'humain sera tenté d'aller vers cette mauvaise opportunité, le temps de régler cette situation, même si cette situation va lui créer d'autres désagréments sanitaires après. Donc, je pense que le problème est à prendre à part le corps et dans tous les sens. Eric? Non, je pense qu'il y a toujours un besoin de veiller à ce que le secteur soit toujours crédible. Mais je pense que nous avons fait un bond qualitatif par rapport à l'image que ce secteur présentait il y a quelques années en arrière. Parce qu'un secteur ouvert aussi, on a vu ce que ça a donné par le passé. L'État ne contrôlait absolument rien. Et le contrôle et le suivi des produits qui entraient sur le territoire, n'est-ce pas, ne bénéficiaient d'aucune attention. Et pourtant, c'est quand même des acteurs du secteur, n'est-ce pas, qui géraient le secteur. Où on était incapable, n'est-ce pas, de tracer véritablement un produit. On a vu des déclarations du genre, ça vient de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe, on a mis des enquêtes, ça n'a jamais été le cas. Je pense qu'aujourd'hui, les règles sont connues. Il y a même cet arrêté assez récent, en date du 16 décembre 2024, du ministre de la Santé, qui parle d'une nouvelle carte pharmaceutique où aucune autorisation d'ouverture ou d'exploitation de pharmacie ne sera accordée si l'emplacement n'est pas prévu sur la carte pharmaceutique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'État, c'est le ministère de la Santé, n'est-ce pas, qui organise la carte pharmaceutique avec des points géographiques donnés. Et c'est à vous maintenant de vous positionner sur ces points en fonction de la zone où vous comptez véritablement faire votre exploitation. Mais après, nous parlons d'un produit essentiel qui touche la santé. On ne peut pas non plus, parce qu'on a envie de faire de ce secteur un secteur ouvert, n'est-ce pas, et confier les licences ou bien les documents d'exploitation à tout le monde, parce que, oui, on a beau être jeune, on a beau être... on a beau, comme on dit, avoir un financement, n'est-ce pas, et que cela devrait suffire pour avoir une pharmacie. L'État doit veiller à ce que les critères soient véritablement respectés de façon très stricte pour que les structures mises en place par l'État, qui doivent veiller aux côtés des autres acteurs du privé qui ont la possibilité justement de mener ce business, puissent être connus et identifiés. Oui, je pense qu'il y a une hypocrisie collective que nous entretenons parce que les informations, nous ne les donnons pas sérieusement aux forces de l'ordre. Dans une cour, l'autre peut dire, lorsque vous sentez, disons, des céphalées, on vous donne un médicament rapidement, on dit, je l'ai pris à côté, je l'ai pris dans le quartier, chez la voisine, je l'ai pris au coin de la rue, et si vous demandez une ou deux fois, alors il faut que vous-même vous ayez votre petite boîte à pharmacie, on va s'approvisionner. Donc tout le monde sait là où ça se vend dans le quartier, mais personne ne veut dénoncer. Je pense que c'est la police mise sur d'autres stratégies de renseignement pour parvenir à démanteler ces réseaux que nous observons. Mais il faut, par le passé par exemple, on a entendu des gens se confier à nous pour dire c'est vrai que c'est des informations qui sont difficiles à vérifier. On dit non, même en pharmacie,
Il y en a qui viennent s'approvisionner au marché, qui vont déposer dans les rayons des pharmacies et tout. Je le précise, c'est difficile à confirmer, à vérifier. Mais lorsque, dans un pays, on commence par douter de ces choses, ça veut dire que le secteur n'était pas véritablement organisé, qu'il n'y avait pas une certaine rigueur et que les responsables devront, à leur tour, les responsables en charge des pharmacies au Bénin devront à leur tour faire un travail pour rassurer davantage les populations. À côté de ça aussi, il y en a qui ont les moyens mais qui ne veulent pas investir pour aller se faire soigner. Les gens préfèrent rester à la maison. C'est une culture qui date de longtemps. On préfère rester à la maison et c'est lorsque la maladie vous tenaille trop, vous êtes sur le point de mourir quand vous réfère à un centre de santé. C'est compliqué parce que lorsque vous allez très vite dans un centre de santé, vous expliquez votre problème sanitaire, on peut vous prescrire un produit qui coûte très moins cher pour en finir avec. Mais lorsque le cas devient compliqué, le médecin à son corps défendant va prescrire tout ce qu'il prescrit. Vous allez voir, ils écrivent 2-3 mots, ils tirent, il revient, il écrit et il retourne la page et votre cœur commence pas battre. Du coup, vous pensez à la dame du quartier, vous dites donc, tout ce qui est là, bon, je peux prendre ce qui coûte 1900 francs CFA, je peux prendre l'autre et vous faites le point, ça fait 5000, le reste, on va voir ça au quartier. Donc, c'est parfois dû à notre comportement nous-mêmes. Il y a des réflexes qu'il faut développer. Chaque matin, vous sentez des maux de tête. Le soir, quand vous dormez, vous n'avez pas un bon sommeil. Allez à l'hôpital pour demander conseil à un médecin. Mais quand on ne le fait pas, on accumule des maladies qui créent d'autres pathologies et finalement on se rend à l'hôpital. On veut maintenant que le docteur soit regardant sur le prix des produits qu'il prescrit alors que vous voulez la guérison totale et complète. C'est compliqué, vous ne donnez pas d'autre choix au médecin que de prescrire des médicaments qui coûtent cher. Donc c'est nous-mêmes qui devons agir sur nos comportements, notre manière de faire pour faciliter la tâche aux médecins. Mais cette lutte-là, je pense que elle ne doit pas être la seule cause de la police républicaine. C'est une cause commune. Nous devons véritablement faire en sorte que ces médicaments-là n'entrent pas sur le territoire. Et ceux qui sont déjà sur le territoire, nous devons faire en sorte qu'ils ne soient pas utilisés, détruits, saisis ou encore empêchés, découragés avec la dernière rigueur. Ceux qui s'y adonnent, c'est très important. La question de... Oui. Vous savez, ce qui est encore plus marrant dans cette histoire, c'est que vous allez remarquer qu'il arrive d'un moment où le monsieur a un souci de santé, et il vous dit clairement, j'ai pris tel médicament en pharmacie, mais ça n'a pas été aussi efficace que le médicament que j'ai pris en rue. On l'entend un peu partout. Donc ce que je dis, c'est que chacun de nous l'a entendu au moins une fois. Donc déjà, ça pose un problème véritablement au niveau de la population. Si déjà on estime que le produit que je m'en vais prendre à la pharmacie n'est pas aussi efficace que le produit que je prends au bord de la rue et dont je ne connais pas la teneur, la consistance, encore moins les ingrédients mis en branle pour pouvoir m'offrir le produit, je pense que c'est un problème de conscience déjà à ce niveau. Parce que là-bas, autre chose, vous savez, de plus en plus, pourquoi est-ce que les gens se posent certaines questions? Nous avons des frères qui viennent de l'extérieur, qui nous amènent parfois certains produits et tout ça. Vous prenez ces produits et vous comparez parfois aux produits que vous avez pris ici en pharmacie et vous vous posez la question de savoir, est-ce que ce sont les mêmes produits? Cela pose encore un problème de normes. C'est-à-dire, les gens se posent beaucoup de questions. Et il est temps aujourd'hui que véritablement qu'on arrive à éclairer l'opinion publique sur certains aspects de la pharmacie. Pourquoi? Première chose, quels sont les produits génériques qui sont en instance? Comment les populations peuvent les avoir? C'est vrai, j'ai vu quelques publicités, mais est-ce que vous en voyez encore actuellement? Vous n'en voyez plus actuellement. Ça passe de façon sporadique. Le temps, parce que quand on commence une lutte, on commence à utiliser cette publicité. Mais après ça, ça disparaît. Et l'autre phénomène qui a la peau dure revient encore, refait surface. Autre chose, vous avez un petit souci, Franck l'a dit tout à l'heure, dans une cour commune peut-être, vous avez un petit souci de santé et quelqu'un vous dit, écoutez, prends ceci, bois, vous prenez, c'est efficace. Le lendemain, c'est celui qui a consommé qui vient qui dit, ton produit que tu m'avais donné là, où est-ce que tu l'as pris? Et ainsi de suite. Donc, mais c'est comme ça se passe. Et donc, ça veut dire que le problème doit être pris dans toute sa globalité. Si on dit simplement, nous allons prendre
les gros lots quelque part, traduire les auteurs devant la justice, prendre des produits, les décimer, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup d'entrées. Et quelqu'un l'a dit sur ce plateau, nos frontières sont poreuses. Nous devons avoir le courage de le dire. Et quand ces produits rentrent, ça passe sous le nez, la barbe de certaines personnes. Et ce sont des gens, ce sont des humains, des Béninois comme nous, ou des citoyens comme nous qui les achètent, qui voyons ces produits. Nous les voyons. Donc, ce qui veut dire que c'est une complicité tacite, c'est une complicité collective. Donc, il y a le problème de qualité. Et l'autre problème, c'est aussi, je reviens encore sur le maillage du territoire national. C'est vrai que tout à l'heure, Eric a dit qu'il y a véritablement un plan qui a été défini. Même dans le plan-là, les jeunes pharmaciens, ceux-là, diplômés, qui sont formés pour la chose et qui ont la possibilité de postuler, on constate qu'il y a une sorte de verrou qui est mis dessus. Et les jeunes pharmaciens l'ont dit, beaucoup en parlent. Donc je pense qu'il faut véritablement ouvrir le secteur, pas ouvrir à ceux qui ne le méritent pas, certes, mais faire en sorte que le citoyen soit capable d'aller vers la pharmacie. Parce que nous n'avions pas cette culture. Il faut qu'on reconnaisse ceci. Nous n'avions pas la culture des pharmacies. Nous n'avons pas la culture des hôpitaux. Le Béninois, quand il n'est pas encore complètement alité, ne peut même plus se lever, il ne va pas à l'hôpital. Combien de Béninois vont faire des check-up? Combien de Béninois vont dire, docteur, j'ai mal à la tête? Quand on a mal à la tête, qu'est-ce qui se passe? Soit on fait de l'automédication, on va à la pharmacie, quand on se dit, on a un peu les moyens, on dit, ah, pharmacie, j'ai tel truc, on dit, bon, prenez tel produit, ou on va de l'autre côté, à Djegoulé-Bis, maintenant à Djegoulé, marché noir, et on va prendre ces produits. C'est ça le véritable tableau, c'est ça. On n'a pas la culture de l'hôpital, on n'a pas la culture de la pharmacie. Pendant longtemps, nous avons été abreuvés et nourris à Djegoulé, et aujourd'hui, c'est resté. Donc, il faut du temps pour que ça se passe. Mais pour que ça marche, il faut aussi que ce soit pris de façon holistique. Faire en sorte que le Béninois qui a 100 francs, qui a mal à la tête, qui puisse avoir son médicament, un médicament de qualité. Faisons ça, commençons par ça et on aura le résultat. Eric, on va finir. Je pense que la lutte doit être de mise. Vous savez, dans une récente enquête qu'on a menée dans la zone de Lemay et du plateau, au niveau du cordon douanier, on s'est rendu compte que les saisies de faux médicaments battaient véritablement le record. C'était, vous rentrez dans un poste douanier, vous visitez un peu le magasin, vous avez des faux médicaments partout. Ça veut dire que au moins nous savons qu'il y a une zone où le trafic est véritablement dense, où il faut davantage renforcer nos services de sécurité pour que la lutte soit encore plus efficace. Après, je pense que comme dans tout pays, nous avons des trafics dans pas mal de secteurs. Et c'est la force de l'État d'organiser, n'est-ce pas, à côté de ces trafics, un secteur fonctionnel permanent, adéquat, qui va aussi véritablement lutter, réduire l'étendue de ces trafics. Et je pense que dans le secteur de la pharmacie, aujourd'hui, les pharmacies ont retrouvé quand même une certaine crédibilité. Par le passé, on ne pouvait pas faire une différence entre un produit acheté au coin d'une rue et un produit dans une pharmacie. Mais parce qu'aujourd'hui, le circuit d'approvisionnement, en tout cas, ne serait-ce que le circuit d'approvisionnement est tellement vérifié qu'aujourd'hui, on peut s'empêcher, n'est-ce pas, d'avoir des doutes sur des produits qui sont vendus à la pharmacie. Encore que quand vous allez dans une pharmacie, vous y allez avec une ordonnance prescrite par un médecin après vous avoir examiné. Quand il nous arrive d'aller dans une pharmacie sans ordonnance, c'est parce que nous-mêmes, on a une idée du médicament que nous voulons prendre, n'est-ce pas, et que nous disons. Et ce n'est pas parce que vous avez fait aussi une formation en pharmacie que vous êtes obligé aussi de disposer d'une pharmacie. Oui, vous pouvez travailler dans une pharmacie avec ce titre de pharmacien. D'ailleurs, les tests l'ont exigé que dans une pharmacie, on doit pouvoir trouver un pharmacien de formation, justement. Ça fait partie des critères. Donc, je pense que sur plusieurs leviers, on doit pouvoir y travailler et demander à nos populations que le risque que vous prenez en allant acheter un produit dans une rue, dans un kiosque qui n'est pas du tout assermenté, sur le coup, vous n'allez pas le remarquer. Vous vous dites que je débourse peut-être pas trop d'argent pour avoir ce produit, mais c'est l'implication que cela a sur votre état de santé. Et vous serez obligé, une fois que vous vous retrouvez en situation de personnes malades, à dépenser 2 fois, 3 fois, 4 fois, n'est-ce pas,
que le prix que vous avez déboursé pour acheter ce produit. Les bons réflexes, c'est ça. Allons prendre le produit dans des endroits que nous connaissons, qui sont les pharmacies. Rendons-nous auprès de nos médecins qui nous donnent des ordonnances pour que nous puissions nous occuper de notre état de santé. Allez, chers amis, merci beaucoup pour le moment de débat. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, suivez juste après moi la revue de presse.